Merci à vous tous qui nous rejoignez sur Média TV Afrique depuis Abidjan. Nous allons effectivement, sinon spécialement, parler de politique dans ce Talk Afrique réalisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et pour aborder les sujets relatifs à la Côte d'Ivoire, au Libéria et la République démocratique du Congo, nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de ce talk, deux invités. Il s'agit dans un premier temps de Dr Arthur Banga, historien des armées à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Docteur, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Midi 1. Bonne heureuse année aussi à vous et que la joie soit votre partage en 2018. Merci beaucoup, docteur. Bonne année à vous également. On vous retrouve tout à l'heure pour un décryptage. Juste en face de vous, nous avons Wakaltio Ouattara, journaliste et rédacteur en chef au journal d'Abidjan, un hebdomadaire. Ouattara, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Midi 1 TV Afrique. Et nous leur souhaitons la bonne année. Pour cette année qui commence. Merci, merci. Bonne année à vous également, chers messieurs. Merci. De la part de Média TV Afrique. Alors, nous allons sans plus tarder partir avec le premier élément. Il s'agit du président Alassane Ouattara qui a, à la faveur du 31 décembre dernier, réitéré ses vœux à la nation ivoirienne, qui a souhaité avoir une armée véritablement républicaine. De quoi s'agit-il? Nous l'écoutons dans cet élément que je vous propose de suivre. Le début de l'année 2017 a été marqué par de grandes difficultés. En particulier, les mutineries au sein de l'armée qui ont failli mettre en péril la paix et la stabilité que nous avons eu tant de mal à reconstruire depuis 2011. Notre objectif à présent, à travers la loi de programmation militaire, est d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des forces armées, de restaurer la discipline au sein de l'armée, de la moderniser et de la transformer en une armée véritablement républicaine, c'est-à-dire une armée réconciliée dans ses différentes composantes. Notre armée doit être un service public agissant pour la paix et le développement de notre cher pays. Voilà, une armée véritablement républicaine, comme vous venez de le voir. Docteur Arthur Banga, le chef de l'État, au cours de son allocution, souhaite une armée véritablement républicaine. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? D'abord, il faut bien comprendre que le président a été assez lucide dans son jugement de l'année 2017 et du début d'une année difficile qui a été marquée par, le mois de janvier par les mutineries qu'on a connues. Il définit lui-même l'armée républicaine comme une armée réconciliée entre elle, mais aussi avec la nation. Il faut bien comprendre qu'on a frôlé la catastrophe dans le premier semestre de l'année passée. On se rappelle que depuis le début de l'année, il y a eu pas mal de mutineries. Il y a eu pas moins de 2 à 3 mutineries qui ont été un très mauvais signal pour un pays qui voulait se reconstruire, qui veut attirer des investissements directs étrangers. Le minimum, c'est d'avoir une stabilité et une sécurité forte. Pour cela, il faut avoir une armée, comme il a dit le président, disciplinée, modernisée et républicaine. Voilà. Donc, il entend par armée républicaine, je pense qu'on entend par armée républicaine une armée qui sera d'abord disciplinée, c'est-à-dire qui sera aux ordres du chef de l'État et de ses chefs militaires, une armée qui ne va plus penser à des mutineries, une armée qui va se comporter comme l'armée de toute la République, de tous les Ivoiriens. En gros, c'est ce qu'on peut entendre par une armée républicaine. Ouais. Hein. Alors, Ouattara, une armée républicaine au vrai sens du terme, comment est-ce qu'on sommes arrivés à ce genre de situation avec des soldats qui désobéissent à la hiérarchie? Ouais, nous sommes arrivés à cette situation parce que je me souviens, dans le passé, il y avait plusieurs concours pour intégrer l'armée. Et avec la situation que nous avons connue en 2002, voilà, il y a eu des personnes, des combattants qui sont entrés dans l'armée sans avoir, comment on dit ça, sans avoir l'âme du militaire. Des prérequis, militaires. Oui. Donc, ils sont combattants, mais ils ne sont pas militaires dans l'arme. Du coup, quand vous avez tout ce mélange dans l'armée, ça crée pas mal de choses parce qu'on n'obéit pas directement à la République. On est souvent attaché à un chef ou à un supérieur qui nous a fait entrer dans l'armée. Et donc, avec cette situation, on est arrivé à avoir des soldats qui désobéissent. Et malheureusement, c'est ce qui nous a conduit en début janvier 2017 à plusieurs mutineries et autres.
Alors, docteur Banga, fin décembre, près de 1000 militaires ont quitté l'armée dans le cadre de la loi de programmation militaire. D'après un spécialiste, 13 000 sont issus de la rébellion qui a déclenché au nord de la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2011. Aujourd'hui, est-ce que ce mode de réinsertion des candidats à départ, de ces départs volontaires, est-ce que le mode de réinsertion a été pensé? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de les voir se retourner contre la République à un moment donné? D'abord, il faut d'abord féliciter cette mesure. À mon avis, c'est une mesure que moi j'ai encouragée personnellement. Il faut qu'il y ait des éléments forts. À partir du moment où on a des éléments qui sont des grands malades, on a des éléments qui n'ont pas l'âme du militaire, qui n'ont plus cette volonté-là de participer à l'armée, autant leur trouver une porte de sortie. Voilà. C'est une façon aussi de renforcer un groupe. Un groupe devient plus fort quand il perd ses éléments les plus faibles. Et ça laisse aussi une possibilité de recruter dans des normes, comme l'a dit tout à l'heure Ouattara, de revenir à un mode de recrutement de nouveaux soldats qui va respecter l'éthique et la déontologie du militaire. Donc, on a parlé entre autres du rajeunissement de l'armée. C'est absolu. Il faut absolument un rajeunissement de l'armée parce qu'une bonne partie de ceux qui ont été recrutés en 2011, on les a recrutés sans même regarder leur âge, leur santé, etc., etc. Ils ont été mis dans un environnement qui a fait qu'on a pris tout le monde dans l'armée. Aujourd'hui, il faut faire partie de l'armée tous ceux qui sont plus aptes à devenir militaires. Après, ça pose une question que vous soulevez. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, on est dans une zone qui est sous la menace terroriste et ça peut être une main-d'œuvre qui peut être récupérée par des groupes terroristes comme des groupes. De toute façon, aujourd'hui, on ne fait même plus de différence entre des groupes terroristes, des mafias en Afrique, le grand banditisme. Donc, il faut prévoir, à mon sens, il faut garder certains encadrements, notamment grâce aux gendarmeries dans les milieux ruraux et aux commissariats de police dans les milieux urbains. Il faut avoir un œil sur ces soldats-là. Il faut aussi les aider à leur intégration. Ils ont sans doute proposé des projets de réinsertion. Il faut que l'armée, notamment l'intendant, je pense, puisse s'assurer que ces projets sont mis en place pour ne pas que justement demain, ce soit une main-d'œuvre à la solde de n'importe quel déstabilisateur. Une main-d'œuvre donc à la solde de groupes terroristes. Ouattara, votre réaction sur la question très rapidement? Oui, je pense qu'effectivement, il va falloir surveiller de près ces différents soldats parce qu'ils ne sont pas tous des enfants de cœur. Ils ne partent pas tous, peut-être parce qu'il y a un plan qui leur demande de partir, mais il va falloir mettre un cadre pour les assister et pour leur permettre de bien gérer les 15 millions déjà qu'ils reçoivent comme pécule, pour ne pas qu'ils les dilapident en un an et après ils se transforment en des personnes, pas peut-être forcément le terrorisme, mais en grand banditisme. On l'a vu à la sortie de 2011, plusieurs personnes qui avaient été intégrées dans l'armée étaient en réalité des braqueurs. Plusieurs d'entre eux sont retrouvés à la Maca et donc il va falloir faire en sorte que ceux qui partent, les 991 qui partent cette année, ne se retrouvent pas dans ce genre de situation. Merci beaucoup. Après, si vous permettez, je vais quand même préciser que avec la nouvelle loi de programmation militaire, c'est une habitude à laquelle l'armée va se... Déjà pour les plus anciens, mais pour les nouveaux. Les contrats de soldats seront désormais d'un contrat de 5 ans, renouvelable 2 fois. C'est-à-dire, celui qui rentre en carrière de soldat à 17 ou à 18 ans aura au maximum 15 années de service militaire. Voilà. Et il faut donc... C'est un processus qu'il faut mettre en place. C'est quelque chose qu'il faut tester pour l'avenir de cette armée. Puisque au bout d'un moment, on ne va pas conserver longtemps... Ça, c'est une information que nous n'avions pas, une très bonne information d'ailleurs. Tout près de la Côte d'Ivoire, au Libéria, on a changé de président. L'ancien footballeur de l'AS Monaco, du Paris Saint-Germain et de Milan AC, préside désormais au prédestiné de ce pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre ce reportage. Personne ne devrait avoir peur du changement. Regardez ma vie. Je suis passé de footballeur à homme politique. C'est ce que disait George Weah durant sa campagne. Aujourd'hui, l'enfant des bidonvilles de Monrovia est président du Libéria. À 51 ans, l'ex-attaquant vedette du Paris Saint-Germain et de l'AC Milan a largement remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 61,5% des voix face à son adversaire, le vice-président Joseph Boakai. Seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or en 1995, George Weah, absent du pays pendant la guerre civile qui fait quelques 250 000 morts entre 1989 et 2003, fait son entrée en politique à la fin du conflit. Il est battu au second tour de la présidentielle de 2005 par Ellen Johnson Sirleaf,
première femme élue chef d'État en Afrique, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011. Son parti dénonce en vain des fraudes. Cette fois, alors que son adversaire Joseph Boakai a multiplié les procédures pour dénoncer les fraudes et les irrégularités, qui auraient selon lui entaché le premier tour, George Weah a appelé ses partisans à la patience et au calme. « Je sais que Joseph Boakai ne peut pas me battre. J'ai le peuple avec moi », avait assuré l'ancien footballeur au cours d'une démonstration de force, rassemblant des dizaines de milliers de partisans dans le plus grand stade du pays à Monrovia. 15 ans après avoir raccroché les crampons, il assure avoir gagné en expérience sur le terrain politique et appris de ses échecs. En décembre 2014, il remporte son premier mandat en devenant sénateur. Membre de l'ethnie Krou, l'une des principales du Libéria, et ne faisant donc pas partie de l'élite descendant d'anciens esclaves américains qui dominent traditionnellement la vie politique, George Weah a vu sa vie basculer une première fois en 1988, à l'âge de 22 ans, grâce à Arsène Wenger. Alors entraîneur de Monaco, le tacticien français l'avait déniché au Tonnerre Yaoundé, au Cameroun, et fait venir au pied du rocher monégasque. Pendant 14 ans, le jeune attaquant joue dans les plus grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain et l'AC Milan, à l'apogée de sa carrière, puis à Chelsea, à Manchester City et à Marseille. Malgré sa longue absence, il garde un lien fort avec la banlieue de Monrovia et réalise le rêve de sa seconde vie, être président du pays qui l'a vu grandir. Voilà, c'était un sujet sur l'élection de George Opongo Weah au Libéria. Alors, Dr Banga, on vient de le voir. Est-ce qu'on va dire enfin satisfaction pour George Weah qui a tenté à 3 reprises de se hisser à la tête du Libéria et il y est enfin parvenu? Tout de suite, c'est avec beaucoup d'émotions que j'ai vu ce reportage. Parce que je me rappelle encore tout petit, la paire qu'il formait avec quand même une des plus grandes stars du football ivoirien aussi, Youssouf Fofana, qui étaient les deux Africains de l'AS Monaco. Voilà, et donc c'est avec beaucoup d'émotions que j'ai vu. Je me souviens aussi avec beaucoup d'émotions du premier Ballon d'Or, l'unique d'ailleurs des Africains en 1994. Dommage que Eto'o et Drogba n'ont pas pu le faire. Tout à fait. Mais en Grèce, c'est un Africain, c'est une icône du continent. On est tous heureux, tous contents quelque part qu'il réussisse là. Et pour un pays comme le Libéria, qui sort de 10 années de guerre, de 2 années d'Ebola, quoi de plus important, de plus beau que d'avoir un ambassadeur d'une telle taille, d'avoir un ambassadeur d'une telle, je vais dire... D'une telle carrure. D'une telle carrure, voilà. Donc je pense qu'il arrive au bon moment pour le Libéria. Et en plus, on est tous fiers du Libéria parce que le Libéria donne une leçon de démocratie, une leçon de renaissance aussi au monde, à toute l'Afrique. Et prouve au monde que l'Afrique, ce n'est pas que du négatif et qu'on peut passer d'une guerre, qu'on peut passer d'une terrible épidémie d'Ebola à une élection resplendissante et un leader comme George Weah. Alors, Ouattara, le Libéria, on le sait, sorti d'une guerre civile qui a frappé le pays entre 1989 et 2003. Une guerre civile qui a fait plus de 250 000 morts. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Libériens font preuve de maturité démocratique? Oui, je pense qu'on peut le dire. Ils font leur premier pas dans la démocratie et c'est à saluer. On a vu qu'après le premier tour, il y a eu des réclamations qui ont été traitées. Des réclamations qui ont duré plusieurs semaines. Oui, mais au moins ça a été traité très bien et de sorte qu'à la fin, il n'y a pas eu de contestation. Et vous voyez, on va au second tour, le perdant accepte sa défaite et les choses se passent très bien. Je pense que c'est à saluer. De plus en plus en Afrique, on commence à aller vers ce genre d'élections. Il ne faudrait pas que nous voyions les élections comme des moments de bagarre forcément, ou comme des moments après lesquels il faut diviser forcément le pays. Et donc je pense que l'élection de George Weah est symbolique. Et non, l'élection même générale au Libéria est très symbolique et ça donne à espérer des pays comme le Libéria qui sortent de la guerre, des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays de l'Afrique en général. Et nous pensons que dans l'avenir, plusieurs pays vont suivre cet exemple. D'accord. Ouais. Plusieurs pays vont donc tenter de suivre cet exemple. George Weah, au cours de son allocution d'après-élection, a dit qu'il allait travailler, sinon améliorer la vie de ses concitoyens sur la base des progrès réalisés par Mme Sirleaf. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un peu un manque d'ambition ou un manque de programme exact? Non, je ne crois pas. Quand on prend le pouvoir, il faut avoir quand même, pour un pays qui a vécu une décennie de guerre, il faut avoir quand même un discours rassembleur. Et en rendant hommage à Sirleaf,
Et je pense que le 1er janvier, il allait encore rendre visite à Joseph Boakai. Donc, il est dans une dynamique de réconciliation. Sinon, je pense justement, on a vu à ses côtés la femme de Charles Taylor, l'ex-femme de Charles Taylor. C'est plus dans cette dynamique de réconciliation, dans cette dynamique de rassembler tous les Libériens qu'il a tenu ce discours. Et puis, on ne réussit pas à la tête d'un pays en faisant table rase du passé. Il y a forcément des choses positives qui ont été faites par un dirigeant. Il faut surfer là-dessus, c'est tout à fait normal. Même si je suis convaincu que Georges Weah a un programme bien réfléchi. N'oublions pas qu'il a sa 3e tentative. Hein. Tout à voilà, fait. donc il a passé le temps à préparer son arrivée au pouvoir. Il a fait des formations dans les meilleures universités. Il a commencé à avoir un mandat de sénateur. Et je pense qu'il a préparé son arrivée au pouvoir. Il a une idée claire derrière la tête. Et donc, non. Mais il faut être rassembleur. Surtout quand on devient président de la République, il faut se mettre au niveau du père de la nation et plus au représentant d'un camp. Alors, Georges Weah, comme docteur Bangal a dit, a été faire des diplômes avant de se voir réussir cette 3e tentative pour devenir enfin président du Libéria. Alors, selon vous, Ouattara, quels sont les chantiers prioritaires auxquels il doit s'attaquer dans un premier temps? Alors, le premier chantier, c'est comme l'a dit docteur Bangal, le chantier de la réconciliation. Vous voyez, l'État, c'est une continuité. Et il a sa vice-présidente qui est l'ancienne épouse de Charles Taylor. Alors, dès qu'il est élu, il tend la main à Boakai. Il rend visite à l'ancienne présidente. Donc, il est dans une dynamique pour rassurer tous les acteurs politiques. Ce qui déjà est très bon, est un très bon départ. Et après cela, comme il a dit lui-même, ce sera de lutter contre la corruption. Parce que c'est un mal qui ronge plusieurs pays d'Afrique. Et après cette corruption, il va falloir également mettre les Libériens au travail. Parce que de plus en plus, on est tenté à aller voir ailleurs, alors qu'il faut pouvoir, en interne, faire éclore des talents. Il faut pouvoir, en interne, faire bouger les choses afin que les gens puissent se mettre au travail. Parce que nul ne viendra construire le Libéria à la place des Libériens. Tout à fait. Et donc, Georges Weah a le défi là de mettre les Libériens au travail pour, après la réconciliation, faire évoluer économiquement ce pays. Alors, nous refermons le chapitre du Libéria avec cette intervention de Ouattara Ouakaltio. Et nous partons sans plus attendre en Afrique centrale, plus précisément en République démocratique du Congo, avec la complicité donc de la régie. Je vous propose de suivre ces images de manifestants réprimés durement dans la violence et dans le sang. Il faut respect. Il faut respect. Tolanda Constitution. C'est un pouvoir dictatorial. On s'est dit, on est dans un état démocratique, mais ce que nous vivons, ce n'est pas la démocratie. Nous sommes dans l'église, en pleine prière, et au moment où les prêtres soulevaient l'Eucharistie, ils ont jeté des lacrymogènes. Tout ça, ça ne s'est fait nulle part. Alors, cher monsieur, vous venez de le voir, Joseph Kabila est au pouvoir depuis pas mal d'années déjà en République démocratique du Congo. Les populations exigent son départ. L'Église catholique est montée au créneau la semaine dernière, le 31 décembre plus précisément. Alors, Ouattara, les violences ont fait 8 morts, dont 7 à Kinshasa uniquement. Alors, est-ce que le modus operandi de l'Église catholique était-il l'idéal ? Bon, et pour comprendre cela, il faut remonter un peu au passé. Il y a eu un accord entre les acteurs politiques où l'Église catholique était impliquée. Donc l'Église demandait juste, parce que l'Église estime que cet accord est biaisé. Et donc l'Église estime qu'il faut ramener les choses, il faut que l'acteur politique s'asseye pour discuter et ramener le président à organiser les élections. Du coup, malheureusement, on voit ces images que nous avons connues un peu en Côte d'Ivoire ici dans un passé récent. Ce n'est pas intéressant. Donc je pense que l'Église n'a pas eu tort de demander à ce qu'on revienne sur les accords, parce que sans accord, on ne peut pas véritablement asseoir une démocratie, on ne peut pas avancer dans la bonne marche du pays.
Et donc, je pense que Kabila est allé un peu fort, d'une main de fer, pour réprimander cela. Et ça ne donne pas une bonne image de la RDC. Alors, docteur Banga, l'Église est généralement connue comme celle qui apaise, comme celle qui appelle à cesser les violences, mais cette fois-ci, on se rend compte qu'en République démocratique du Congo, ce soit l'Église qui prenne les devants et qui demande au chef de l'État actuel de partir. Quel décryptage vous faites de cette situation? D'abord, permettez-moi d'exprimer ma désolation et mon dégoût face à de telles images et face à l'irresponsabilité de certains de nos dirigeants. C'est quand même ahurissant de voir Joseph Kabila s'accrocher de cette façon au pouvoir et de martyriser son peuple. Je me demande comment il s'est défini ces chefs d'État. Pour revenir au rôle de l'Église, comme l'a dit tout à l'heure Watt, il faut quand même comprendre le contexte. On était dans l'impasse totale l'année passée. L'ONU, l'Union africaine avaient tenté des médiations qui ont toutes échoué. L'Église a donc pris la responsabilité de trouver un accord entre ces acteurs politiques. L'accord de la Saint-Sylvestre, il y a juste 1 an. On était tous enthousiastes. On a tous félicité l'Église de RDC parce qu'on se souvient en 1994, au Rwanda, dans un pays à 90% chrétiens catholiques, on a eu un génocide. On a tous condamné l'Église. Donc pour une fois que l'Église a pris ses responsabilités, nous a permis d'avoir un accord qui a sauvé la RDC, on ne pouvait qu'applaudir. Quand 1 an après, mettez-vous à la place du clergé congolais, quand 1 an après, rien ne bouge, les gens à qui vous avez fait confiance utilisent cet accord pour renforcer le pouvoir et pour mettre l'opposition à mal. Au bout d'un moment, l'Église a réagi, une réaction normale. D'ailleurs, il faut la féliciter. Qu'est-ce qu'on a eu en face? La barbarie de Kabila. Alors, on a eu en face la barbarie de Kabila. Va-t-il s'éterniser au pouvoir? Il estime qu'il s'inscrit dans un cadre, un processus, comment je pourrais l'appeler, un processus démocratique qui suit son cours en République démocratique du Congo, selon lui. Alors, en face de lui, l'Église et l'opposition demandent son départ. On est comme dans un dialogue de sourds, Ouattara. Oui, je pense que Kabila quand même joue à un jeu qui n'est pas démocratique. Les élections devaient se tenir, je crois, depuis plus en 2015, pardon, et il joue sur le temps. Malheureusement, encore malheureusement, il a en face de lui une opposition Une opposition divisée, on va dire. Elle se réunit juste pendant 1 ou 2 mois, et après, c'est la division. On a vu, aujourd'hui, c'est quand même difficile. Ça ressemble un peu à l'opposition en Côte d'Ivoire à un moment où on s'est réunis pour une action ponctuelle. Et dès qu'on a eu gain de cause ou pas, on se divise à nouveau. On a vu les opposants qui ont fait volte-face en se mettant du côté de Kabila à un moment donné. Après, retourner encore dans l'opposition, ça ne donne pas sérieux. Et du coup, Kabila, il aime bien ça. Il s'est dit qu'à tout moment, il peut diviser l'opposition. Donc, je pense qu'il faut une opposition très forte, soudée, unie, autour de 3 têtes, les 3 têtes fortes de l'opposition, pour pouvoir obliger ou amener Kabila à aller à des élections. Parce que nous sommes en 2018 aujourd'hui, rien ne dit encore, il n'a pas respecté le calendrier 2016, encore moins celui de 2017, rien ne dit que Kabila va se plier et aller à les élections en 2018. Alors, rien ne dit que Kabila va se plier aux injonctions, surtout de la communauté internationale qui a appelé à respecter le droit à manifester pacifiquement dans le pays. Alors, Kabila, face à une opposition divisée, on a vu Étienne Tshisekedi n'est plus là, Moïse Katumbi a été obligé de quitter le pays. Kabila face à qui, donc, pour terminer? Je pense quand même que le leadership naturel, à mon avis, vu l'absence de Katumbi, doit revenir à Félix, le fils d'Étienne Tshisekedi. C'est vrai que moi, je n'étais pas trop satisfait. Mais tous les opposants en RDC ne sont pas unanimes sur la candidature de Félix. Il y a une leçon quand même qu'à l'époque, l'opposition de l'époque en Côte d'Ivoire, je parle de la crise, durant la crise, le RHDP, à l'époque, a donné ce que j'appelle une leçon à toutes les oppositions. Une opposition doit être forte, unie, parler d'une même voix. Voilà. Il faut accepter de lâcher du lest pour réussir à construire quelque chose de fort. Voilà. Si l'opposition n'arrive pas à s'entendre là-dessus, avoir un minimum de consensus, ça fragilise davantage le combat.
Tout à fait. Ça fragilise davantage le combat. Je pense, comme aujourd'hui le Rassemblement a choisi Félix Tshisekedi comme patron de l'opposition, il faut qu'elle accepte alors de se mettre sous ses ordres et à mener un combat plus juste et plus fort. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même dramatique ce qui se passe en RDC. Voilà, merci cher monsieur Ouattara Wakaltio du journal d'Abidjan, un hebdomadaire. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous remercie. Merci, à très bientôt pour un autre numéro du Talk. Docteur Arthur Banga, historien des armées à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vos téléspectateurs et à Medi 1 aussi. Merci, à très bientôt. Chers téléspectateurs, voilà qui referme ce Talk Afrique depuis Abidjan. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro, toujours pour un décryptage de l'actualité politique sur le continent.